Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence financière. En fait, c'est un sujet, comme je le disais pour ceux qui viennent de rentrer, sur lequel on discutait déjà depuis plusieurs mois avec un groupe de personnes, avec des exercices et un groupe WhatsApp sur lequel les gens essaient d'avancer, en tout cas ceux qui appliquent les différents exercices qu'on donne. Il y a également un groupe de personnes qui sont dans un coaching, cette fois-ci, c'est un groupe privé, avec lesquels on travaille depuis maintenant 4 mois, 4, 5 mois, sur comment développer une bonne intelligence financière, c'est-à-dire une bonne relation avec l'argent. Avant même de rentrer dans le sujet, il y a des questions ou des observations qu'on peut faire rapidement. Vous avez peut-être vu autour de vous des personnes pour qui on dirait que l'argent est déjà prédestiné. Ils ne font pas autant d'efforts peut-être que vous, Mhm. mais leur compte en banque n'a pas le même niveau que le vôtre. Ils ne sont pas forcément des milliardaires. Peut-être qu'ils sont juste, disons, quelques centaines de milliers, mais ils mènent très bien leur vie. A contrario, vous allez avoir d'autres personnes qui, eux, s'acharnent autour de l'argent, mais ils ne viennent pas. Ils font tout ce qui est en leur capacité. Il y en a même qui vont peut-être travestir leurs valeurs, leurs croyances, pour que cet argent-là vienne dans leur vie. Eh bien, il ne vient pas. Ou bien lorsqu'il vient, il vient en quantité limitée, ou il vient juste pour les besoins fondamentaux, et après, c'est fini. Au moment où quelqu'un d'autre ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire de cet argent, un autre se demande, mais comment je vais avoir ce dont j'ai besoin? Je ne connais pas toutes les raisons, bien sûr, mais il y a des raisons à cela. Il y a des gens qui sont câblés, leur mindset, leur manière de penser, leur attitude, etc. Tout dans leur vie est câblé à peu près sur les fréquences de l'argent. Deuxième chose, ces personnes ont une bonne psychologie de l'argent. Ils ont compris ce qu'est l'argent, au-delà de la fiducie, au-delà de la monnaie scripturale, etc. Ils ont compris la logique qu'il y a derrière l'argent. Et ils savent c'est quoi l'argent. Dès qu'on parle de l'argent, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est encore une fois la monnaie scripturale. Ou bien fiduciaire d'abord, les billets ou les pièces. Scripturale, donc tout ce qu'on a sur nos comptes en banque, etc. Dès qu'on parle de l'argent, c'est ça, à ça qu'on pense. Alors que c'est un dérivé. Ce dont je viens de parler est un dérivé de ce qu'est réellement l'argent. Donc, si on n'arrive pas à gérer et à comprendre l'importance de la source de l'argent, c'est difficile de gérer ce que nous appelons dans le monde commun argent. La deuxième observation qu'il faut faire, ou la deuxième raison qui peut expliquer ces observations, c'est la notion de l'intelligence financière. Quand on parle d'intelligence, il y a quelque chose que j'appelle la carte des intelligences. Howard Gardner a parlé de 8 ou 9 types d'intelligence qu'un être humain peut avoir. Donc, l'intelligence, globalement, c'est notre capacité à traiter rapidement quelque chose, à nous adapter rapidement à quelque chose, à faire en sorte que cette chose-là, elle soit en symbiose dans notre vie. D'accord? Quand on prend l'intelligence comme cette capacité rapide à s'adapter et puis à prendre dans le sens positif les choses et avancer dans la vie, effectivement, le mot intelligence financière prend tout son sens. Ce n'est pas que de la sémantique, hein. C'est pas que de la sémantique. Lorsque vous n'avez pas une bonne intelligence financière, même devant toutes les opportunités du monde, vous pouvez ne pas être au niveau de richesse que vous voulez. Vos finances ne seront pas au niveau que vous voulez. Quelqu'un avec moins d'opportunités que vous, mais avec une plus grande intelligence financière, va réussir beaucoup mieux que vous, alors que vous avez de l'or dans les mains. Donc, j'étais en train de parler de Howard Gardner qui a parlé de 8 types d'intelligence, ou 9, bon, 8, je pense globalement. La première, c'est ce qu'il appelle l'intelligence linguistique, la capacité à retrouver rapidement ses mots quand on parle, la capacité à trouver rapidement ce qu'il faut, le terme qu'il faut, à la place qu'il faut, avec le temps qu'il faut, dans le contexte qu'il faut. C'est pas tout le monde qui a cette intelligence linguistique, par exemple. Il y a des gens, on dirait que Mhm. les mots sont déjà préparés. Vous leur C'est donnez un ça. micro tout de suite, waouh, vous êtes bluffé. Ils ont une très bonne intelligence linguistique. Ne me demandez pas les mécanismes internes qui font ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Le deuxième type d'intelligence qu'il donne, Howard Gardner toujours, c'est l'intelligence logico-mathématique. Il y a des personnes, effectivement, ils ont cette intelligence logico-mathématique, les connexions neuronales, la manière de fonctionner de leur cerveau, leur permet, dès que quelque chose est logique, il y a des chiffres, il y a des quantités, waouh, ils sont trop, trop, trop forts.
Vous allez voir, ils deviennent peut-être des grands financiers, ils deviennent peut-être, je sais pas, des data scientists, des grands chercheurs, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas la première intelligence linguistique. Il ne peut pas vous faire deux phrases en français correctes. Il ne peut pas tenir une discussion cohérente, mais vous donnez des chiffres et des nombres. Waouh, il nage comme un poisson. Ensuite, il y a l'intelligence musicale. Il y a des gens, donc, ils ont cette capacité rapidement à aller chercher des sons que vous ne percevez pas, des notes que vous ne percevez pas. Vous allez voir, c'est des gens, ils entendent une chanson deux, trois, quatre fois, ils peuvent vous reproduire à peu près le son. Ensuite, il y a l'intelligence spatio-temporelle. Donc, c'est les gens ils sont capables rapidement à s'orienter, à se situer, etc. Ça, c'est surtout le lobe pariétal du cerveau qui est très, 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 très développé. Pour les autres, il y a des parties hein, comme le cortex préfrontal, etc., qui rentrent en jeu. Encore une fois, on n'est pas là pour entrer dans ces détails. Ensuite, vous avez aussi l'intelligence kinesthésique, la capacité à mouvoir le corps. Quand vous prenez Mohamed Ali, il a une intelligence kinesthésique phénoménale. Ou bien des joueurs célèbres que vous connaissez, ils ont une intelligence kinesthésique qui est très, très avancée. Ils peuvent rapidement sentir un coup venir, se déplacer et puis vous mettre un coup, etc. Donc, il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas. Vous avez ensuite ce qu'il appelle l'intelligence interpersonnelle, puis intrapersonnelle, et enfin, ce qu'il appelle l'intelligence de la nature, donc la capacité à être en symbiose, etc. Tout ce que nous avons fait dans notre démarche de l'ergonomie de la performance, c'est de réduire les choses pour que ça soit beaucoup plus assimilable. Et dans la démarche, nous avons ce que j'ai appelé la carte intellectuelle. Quelle est votre carte intellectuelle? En fait, toutes ces intelligences, que ce soit d'Edouard Garner ou d'autres, on peut les répartir en quatre grandes familles. Vous avez d'abord l'intelligence spirituelle quand il parlait de l'interpersonnel. C'est l'intelligence spirituelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, Vous avez également l'intelligence émotionnelle. La première pour avoir, par exemple, une bonne éducation d'un point de vue global, c'est vraiment de commencer par ça. Une bonne intelligence spirituelle, puis une bonne intelligence émotionnelle, après une excellente intelligence cognitive et enfin une bonne intelligence financière. Voilà ce qui peut être la carte intellectuelle d'un individu. Si vous avez une ou deux ou trois qui vous manquent, tout ce que je vais dire par rapport à l'argent peut rentrer ici et sortir là. Pourtant, c'est pas que vous ne voulez pas l'argent. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire que autour de vous, vous connaissez des gens qui aiment avoir l'argent, qui travaillent pour avoir l'argent, mais l'argent ne vient pas. Il ne viendra qu'en petite quantité, juste pour le strict minimum. Pourquoi? Parce que il manque des choses. Mais globalement, la carte intellectuelle d'un individu peut tenir sur les quatre. Et là, vous allez trouver toutes les huit que j'ai citées d'Howard Gardner. Elles vont toutes se retrouver sur les quatre. Donc, c'est plus facile de retenir les quatre. C'est elles qui font de nous un être complet, une personne complète. Selon vous, à l'école, laquelle des intelligences ou lesquelles, si c'est le cas, on nous apprend à l'école? Ah, l'intelligence cognitive, effectivement. Et c'est ça l'un des grands déséquilibres. L'intelligence cognitive, c'est la capacité à traiter rapidement une information. Créer les connexions neuronales. Si vous avez les connexions neuronales qui fonctionnent très bien, avec tous les échanges qu'il y a entre les neurones, vous allez être quelqu'un qu'on appelle intelligent. C'est comme ça qu'on fait à l'école, on est tout le temps premier, on nous appelle intelligent. Pourquoi? On amène une épreuve, on donne 2 heures. Le premier à finir à traiter et qui voit juste, on dit qu'il est le plus intelligent de la classe. Alors que normalement, il n'a qu'un quart de la vraie intelligence. Ce qui fait que vous allez avoir quelqu'un qui est toujours premier de sa classe, mais vous ne pouvez pas vivre avec lui une minute. En fait, peut-être j'exagère, mais en tout cas, quelques jours avec, impossible. L'intelligence sociale, donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Quand elle est basse, quelle que soit votre intelligence cognitive, vous serez quelqu'un avec qui il sera difficile de vivre. Vous serez quelqu'un qui aura du mal à gérer les autres. Quand vous êtes manager, bonjour les dégâts et bon courage à votre équipe. Donc, pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'il y a des individus parmi nous qui ont une carte intellectuelle qui ressemble à ça, par exemple. La seule qui est réellement développée, c'est l'intelligence cognitive. Il y a d'autres, les autres intelligences pourtant, qui participent. En fait, c'est un bloc, hein. C'est pour ça que je les ai fait sous forme de bloc.
C'est-à-dire que si dans votre vie, vous vous appuyez que sur un seul des blocs, vous déséquilibrez votre vie. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais dont l'intelligence spirituelle, elle est pratiquement basse. L'intelligence émotionnelle, elle est pratiquement basse. Même s'il a peut-être une bonne intelligence cognitive, je ne suis pas sûr qu'il sera heureux. Une fois, ici même, j'ai partagé ce qui s'est passé à l'université de Harvard lorsqu'ils ont fait l'étude la plus longue jamais réalisée au monde. Vous vous rappelez de cette étude qui était de savoir c'est quoi le bonheur. Ils ont posé la question, ils ont choisi un échantillon par de 740 personnes et ils les ont suivis pendant 75 ans. La première fois qu'ils ont révélé les résultats, c'était en 2013, soit 75 ans après le début de l'étude. 80% des personnes interrogées au début de l'étude ont dit que pour moi, le bonheur, c'est d'être riche. Si le compte en banque est plein, je suis heureux. C'est sûr et certain. Il y a des voitures, il y a la grande maison, je fais des voyages de luxe, etc. Là, c'est bon. 50%, parce que bon, il y a des gens qui ont choisi deux réponses, pardon. 50% d'entre eux ont dit, moi, pour moi, le bonheur, c'est d'être célèbre. Si je suis bien connu, partout où je vais, on dit un tel, voilà, etc. Je pense que je serai heureux. Ils les ont suivis pendant 75 ans. Tous les 2 ans, ils venaient discuter avec tout leur entourage pour voir comment ils sont. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Et tous les 5 ans, ils faisaient un bilan complet de la tête jusqu'aux pieds de santé pour voir est-ce que ce qu'ils vivent est corrélé avec ce qu'ils ont à l'intérieur. Et au bout de 75 ans, ils ont vu qu'est-ce qui rendait vraiment les gens heureux et, ce bonheur est corrélé avec ce qu'ils vivent dans leur corps jusqu'à leur vieillesse, parce qu'ils suivaient les gens jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à la mort. Il y en a qui sont morts avant la fin, il y en a qui étaient vivants, et l'étude est toujours encore en cours par Joseph Waldinger, le quatrième directeur de l'étude. Les autres étaient morts. Et ce qu'ils ont remarqué qui rendait vraiment les gens heureux, c'était ni l'argent, même s'il participe beaucoup, ni la célébrité, même si elle peut participer. Ce qui rendait les gens heureux, c'était les bonnes relations avec leur entourage. Les personnes qui étaient pas forcément très riches, mais qui avaient des bonnes relations avec leur entourage, vivaient mieux que les gens qui avaient les comptes remplis, mais qui avaient des problèmes, des difficultés et des relations tendues autour d'eux. Chacun doit ou peut, à son niveau, regarder quelle est sa carte intellectuelle. En Afrique, en l'occurrence, les gens adorent dire nous les intellectuels. Waouh! Quand j'entends ça, des fois, je me dis franchement bravo, hein. Juste on a un diplôme, on dit qu'on est intello. Alors qu'avant, quand vous prenez les intellectuels, c'est des gens qui sont pratiquement complets. Toutes les intelligences là dont je vous parle, ils les avaient, hein, à peu près. Ils les avaient. Vous allez voir, le gars, il est un peintre célèbre. Vous venez par là, il est un économiste célèbre. Vous venez de l'autre côté, il est peut-être un physicien, etc. Donc, ils ont développé les 4 blocs là. Ils ont une carte intellectuelle qui est vraiment complète. Donc, chacun peut regarder de son côté quelle est sa carte intellectuelle. Sur les 4 là, où est-ce que je suis à la traîne? L'intelligence spirituelle, j'en ai parlé pendant un mois passé, le mois passé. L'intelligence émotionnelle, on en a beaucoup parlé l'année dernière, même si on est en train de préparer un autre programme sur les 4 intelligences en même temps. L'intelligence cognitive, il y a 3, 4 ans, lorsqu'on en avait parlé, et l'intelligence financière dont on parle depuis l'année dernière. Chacun peut regarder sur une échelle de 1 à 5 où est-ce que j'en suis. Si vous voyez que sur les 5, tout va bien, vous avez une carte intellectuelle qui est assez costaud. Et tout ce qu'on va partager derrière ne sera qu'un plus pour développer vos capacités financières. Si en revanche, il y en a qui sont basses, je ne dis pas de ne pas prendre tout ce qu'on va dire, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il y a des travaux, il faut travailler parallèlement. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. L'école je ne vais pas dire nous a trompés, je ne vais pas faire de l'école bashing, mais en tout cas, à l'école, on nous a tous fait croire que le premier est le plus intelligent. En fait, encore une fois, c'est absolument pas le cas, c'est que un aspect de l'intelligence comme les yeux. Donc, cela étant dit, tout ce que nous allons voir, c'est pas d'aborder dans ce que nous faisons dans ce groupe, c'est pas d'aborder les autres types. Vous pouvez avoir d'autres cadres dans lesquels on en parle. C'est vraiment l'intelligence financière. Donc, quand on parle d'intelligence financière, c'est comment mettre l'argent à la page de sa vie. Ce qui va nous faire parler rapidement de l'argent.
Là aussi, c'est un rappel pour ceux qui étaient déjà là, parce que l'argent, il a une déconcertante dualité. L'argent nous permet de satisfaire certains de nos besoins et de réaliser nos rêves. Le seul problème, au même moment qu'il nous permet d'avoir une vie épanouie, si nous ne sommes pas prêts, il peut également être le cauchemar de notre réalité. Soit parce qu'il ne veut pas venir du tout, on fait tout ce qu'on veut, mais il ne vient pas, ou bien il est venu, mais on a perdu nos valeurs et nos croyances et la vie n'a pas de saveur. Ça peut arriver. Donc, lorsque c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a pas construit une bonne relation avec l'argent avant qu'il ne vienne. Et quand il est venu, il a tout dénaturé. L'argent en soi, c'est comme l'eau hein, qui prend la forme du vase qui le contient. Je vois certains qui disent que l'argent est révélateur de vos vices. Peut-être oui, mais peut-être non. Il y a des gens, c'est pas qu'ils étaient mauvais et que l'argent les a révélés comme ça. Non, non. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est vraiment bien, hein, mais comme il n'est pas préparé, eh bien, l'argent va complètement le déboussoler. Et il fait des choses que lui-même ne pensait jamais pouvoir faire. Donc, faut pas dire que dès que quelqu'un fait quelque chose, ça n'a été qu'une révélation. C'est absolument pas juste. Pas du tout. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi pas du tout le cas. J'aime bien, comme je le disais tout le temps, c'était Pascal Bruckner qui disait, avec l'argent, nul n'est à l'aise. Ceux qui croient le détester l'idolâtre en secret, ceux qui l'idolâtrent, pardon, le surestiment, et ceux qui feignent de le mépriser se mentent à eux-mêmes. Des fois, c'est les gens qui n'en ont pas, vous allez voir, qui feignent le mépriser, mais au même moment où ils méprisent ceux qui l'ont, ils peuvent venir vers celui qui l'a pour solliciter son aide. Ces choses qui sont plus ou moins antagonistes autour de l'argent, qui peut paraître comme vil, mais en même temps comme noble, qui peut être un bien qui fait mal, mais en même temps un mal qui fait du bien. Il peut également être comme un amplificateur de vices, mais il peut aussi protéger les défauts. Celui qui est riche, on ne voit pas ses défauts. Il est ou elle est la personne la plus laide, mais tout le monde lui court derrière. Pourquoi? Parce qu'il ou elle a ce qu'on appelle de l'argent. Il peut malheureusement vous faire perdre ce que vous aimez tout en vous faisant gagnant ce que vous aimez. Donc ici, c'est les personnes que vous aimez que vous pouvez perdre, mais ici, toutes les choses que vous aimez qu'il va vous donner. Donc, cette dualité de l'argent fait qu'il n'a pas toujours eu une bonne presse. Ça, je l'ai déjà dit, je pense que encore une fois, c'est un rappel. Il est vu, par exemple, quand on prend les religions comme un rejeton. On fait tellement peur aux gens qu'ils ont créé des croyances et ces croyances créent des blocus qui fait que ces gens-là, c'est difficile pour eux d'être riches parce qu'il y a des choses qui tournent dans leur âme qui repoussent l'argent sans qu'ils se rendent compte. Donc là, les personnes qui sont dans le coaching, on revient vraiment en détail sur ces aspects et on en parle énormément pour que les gens puissent voir comment travailler sur les croyances, débloquer des croyances limitantes qu'on a vis-à-vis de l'argent et puis avancer vers la vie qu'on souhaite. Dans la Bible, qui dit ne vous amassez pas de trésors cachés dans la terre où le ver et la ruine les dévorent, d'où les voleurs les exhument et les dérobent, mais amassez-vous des trésors au ciel où le voleur ne pénètre point, où le ver ne peut rien corrompre, car où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 19, 21. Donc, même si on regarde d'un point de vue croyance religieuse, on retrouve ce rejeton-là, on le rejette. Il y a même toujours ce verset de Matthieu, on dit, je vous dis encore, il dit, je vous dis encore une fois, il est plus aisé à un chameau, comme dit Jésus, de passer par le chat d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche de rentrer au royaume des cieux. Et on retrouve la même formule dans l'islam, dans le Coran, quand il a cité des gens, c'est vrai, c'était par rapport à la foi, quand il dit Ulaika la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ces gens-là ne rentreront au paradis que lorsque le chameau passe par le trou d'une aiguille, le chat d'une aiguille. Tout ça là fait que beaucoup de gens ont développé une psychologie répulsive vis-à-vis de l'argent. Le seul truc, comme dit Pascal Bruckner, c'est que des fois, les gens se mentent en le cherchant avec acharnement, mais le repoussent au nom de leurs croyances. Alors que ce que j'explique, les mêmes croyances là que nous avons, sans argent, on ne peut pas les faire convenablement.
Vous prenez même par exemple dans l'islam, les piliers de l'islam, il y en a deux, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas les faire. Le pèlerinage et la zakat. La zakat, il faut avoir l'équivalent de 85 grammes d'or et qui n'a pas diminué de ce montant pendant un an. C'est-à-dire vous faites tous vos besoins et le seuil n'est pas descendu en dessous. C'est seulement en ce moment que vous prélevez 2,5% et vous donnez aux pauvres. Bref, c'est pour dire que les mêmes religions que nous évoquons, c'est pareil à l'Église, hein. Je pense que Antonin ne me contredira pas. On va demander aux croyants de participer à telle charge, etc., etc. Donc, si vous n'avez jamais d'argent, vous avez toujours les poches vides, vous pouvez pas participer, par exemple, à la vie de votre culte. Donc, quelle que soit la religion que nous prenons ou la vie que nous menons, etc., l'argent, que nous le voulions ou pas, il est là. L'intelligence financière, au même titre que les autres, en fait, nous n'avons même pas le choix que de les développer. D'ailleurs, sur les quatre intelligences, s'il y a une qu'il faut laisser, je ne dis pas d'en laisser une, il faut développer les quatre. Selon vous, c'est laquelle qu'on peut laisser, même si on ne l'a pas de manière, on va dire, assez importante, on peut très bien s'en sortir dans la vie. Selon vous, c'est laquelle? Bah oui, Christiane dit cognitive, Mensa dit cognitive. Bah là, en fait, c'est la seule qu'il ne faut pas enlever, hein, l'émotionnel. L'intelligence émotionnelle ou l'intelligence sociale, c'est l'une des plus importantes. Parce que si vous l'avez pas, même si vous avez une bonne intelligence spirituelle, on ne peut pas vivre avec vous, hein. Vous pouvez être le prêtre de votre quartier ou l'imam de votre mosquée ou tout ce qu'on veut. S'il vous manque une bonne intelligence émotionnelle, vous serez invivable. Donc, il faut retenir ceci, c'est l'intelligence cognitive. Et pourtant, je vous ai dit, c'est la seule qu'on nous apprend à l'école. Dans les pays développés, ils ont commencé à introduire l'éducation autour de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, depuis l'école primaire, les enfants, ils apprennent les codes de l'intelligence émotionnelle parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on construit une société. Au même moment, en Afrique, on continue à gaver les enfants qu'avec du cognitif. Donc, si on ne le fait pas à l'école, faites-le à la maison pour vos enfants. D'ailleurs, les quatre intelligences, c'est bien si vous avez des enfants de commencer les quatre. L'intelligence financière considère que vous avez développé une bonne relation avec l'argent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, encore une fois, c'est dans le programme d'accompagnement, mais sachez qu'il y a trois grands piliers pour développer une bonne relation avec l'argent. Pouvoir l'appeler, pouvoir l'accueillir, pouvoir l'aimer. Il y a beaucoup qui disent j'aime l'argent, mais en réalité, ils n'aiment pas l'argent. Ils veulent l'argent, mais ils l'aiment pas. Parce que l'amour, comme je vous ai dit, l'amour est universel. L'amour, il est unique. Donc, si vous dites tout le temps à une femme ou à un homme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, que les mots, mais les actes ne suivent pas, puisque l'amour étant un comportement, je suis pas sûr que la personne va rester avec vous. Sauf si elle n'a pas le choix, parce qu'il y a des enfants, parce que ça fait longtemps, etc. Elle va rester, mais elle va souffrir, ou vous allez souffrir, ou les deux vont souffrir. Eh bien, l'argent, lui, il va pas rester souffrir, hein, il s'en va seulement. Si vous dites j'aime l'argent, tout ce que vous faites montre que vous l'aimez pas, il s'en va. Donc, pour réussir une bonne relation avec l'argent, la première chose déjà, c'est bien de comprendre ce qu'on est, nos croyances qui sont là derrière, qui nous bloquent, nos croyances limitantes. D'ailleurs, comment fonctionne un humain? Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe autour de nous qu'on ne voit pas? C'est très bien de le comprendre. Deuxième chose, qui est l'argent? Si je vous demande aujourd'hui, mais attendez, c'est quoi l'argent? Qui est l'argent? Qui est ce personnage assez énigmatique, aussi bien qu'emblématique, qui nous fait peur mais que nous aimons, qui nous permet de construire nos valeurs mais qui peut aussi les détruire, etc. Mais qui est-il? Quand vous avez une bonne notion de cela, ça vous donne déjà le deuxième pilier pour construire la relation avec l'argent et le troisième, comprendre cette fois-ci la psychologie de l'argent. Lorsque c'est le cas, vous pouvez mettre l'argent à la page de votre vie et en faire un allié plutôt qu'un ennemi.